Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et tous, les personnes qui sont là et celles qui n'entendront pas ces premiers mots et qui vont arriver au fur et à mesure. Donc un webinaire organisé par Winslow Santé publique, qui est une association créée il y a un an et demi maintenant, je crois, et qui a pour objet de promouvoir, et plus que promouvoir, de lutter pour obtenir une politique de santé publique qui mette en avant des mesures collectives, inclusives et préventives dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Contrairement à d'autres associations, Winslow Santé publique n'est pas une association de personnes, et pas spécifiquement une association de personnes qui sont déjà atteintes de Covid enfin qui ont déjà ou qui ont en ce moment ou qui ont eu un Covid ou qui sont atteintes de Covid long. Il y en a beaucoup, mais pas spécifiquement. Donc c'est un petit peu plus large. Toutefois, dans le cadre de l'association, une des demandes très fortes, c'est qu'il y ait une reconnaissance du Covid long comme une priorité, une urgence pour pouvoir agir. Donc, quand des personnes de l'association ont eu connaissance de l'étude qui va être évoquée aujourd'hui, on a sollicité deux des auteurs, Michaela Müller-Trutwin et Nicolas Huot, qui nous font la grande gentillesse d'avoir répondu favorablement à nos demandes et qui sont là aujourd'hui. Donc d'abord, merci d'être là. Et qui vont nous présenter l'étude. J'ai laborieusement traduit par la persistance virale du SARS-CoV-2 dans les macrophages pulmonaires et tout ce que ça peut impliquer, mais on va leur laisser la parole. Euh, c'est une étude qui a été menée au sein de Pasteur. Euh, voilà, à nouveau, on est vraiment très très heureux qu'ils aient répondu favorablement à... et qu'ils aient pris de leur temps pour pouvoir nous aider à organiser ça et être présents aujourd'hui. Ça nous semble vraiment extrêmement important, notamment dans un contexte francophone qui, malheureusement, en tout cas nous, au niveau de l'association, on a cette impression qui, malheureusement, est pas très préoccupé par ces thématiques-là, contrairement peut-être à un milieu anglophone qui l'est beaucoup plus. Je vais passer la parole à Solène, qui est présidente de Winslow Santé publique et qui va rentrer un petit peu plus en avant dans le dur du sujet. Donc Solène, vas-y. Donc, bonjour, merci à tous d'être ici. Je remercie énormément les auteurs de l'étude qui sont présents et qui vont pouvoir nous expliquer l'étude et voilà et nous permettre de comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants de cette étude. Euh, donc c'est vrai que là on est, comme l'a dit Emmanuel, dans une période où où il y a plus réellement de prévention, sauf que le Covid long n'a pas de traitement pour l'instant connu, que certains ne récupèrent pas. Et c'est intéressant d'aller explorer la persistance virale qui perce pas beaucoup pour l'instant dans les médias francophones en effet. Euh, D'aller explorer ça par rapport à des options de traitement, bien entendu, pour les Covid longs, et puis aussi pour savoir si ça casse ou non la distinction qu'on a beaucoup eue entre personnes dites fragiles face au virus ou moins fragiles face au virus, ou si ça crée une autre catégorie de personnes plus susceptibles de développer ou non le Covid long. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes par rapport à la persistance virale. Et pas que pour les Covid longs d'ailleurs, peut-être. Donc, ça fera justement l'objet de questions certainement. Voilà. Hier, il y a eu aux USA, au Sénat, le Help Committee, une audience de personnes Covid long et de scientifiques devant le Sénat américain, qui était menée par Bernie Sanders, je crois. Et c'est vrai que
Ces questions-là ont été évoquées de persistance virale, d'inflammation, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on peut voir dans d'autres pays et on est assez heureux que cette étude française puisse nous être présentée aussi sur ce sujet. Donc, merci beaucoup aux deux auteurs d'être ici. Et puis, bah, je vais les laisser se présenter. Voilà, qui travaillent à l'Institut Pasteur, qui, là, ça fait un peu plus de 40 ans, ont découvert le virus euh, du VIH. Donc, on est vraiment très honorés de vous recevoir. Je vous laisse la parole. Donc, il y aura, je précise qu'il y aura une présentation. Bon, tu reprendras pour présenter comment ça se déroule ensuite, peut-être, Emmanuel. Donc, Oui, enfin, c'est juste, on va faire en deux parties. On va vraiment leur passer la parole là, parce que le temps file. Il va y avoir une présentation générale par Michaela et Nicolas et ensuite, j'ai utilisé vos prénoms, j'espère que vous m'en voulez pas. Il n'y a pas de Très bien. problème. Très bien. Et ensuite, donc des questions, réponses, avec possibilité, donc il y a quelques questions qui ont été identifiées. On pourra probablement peut-être pas passer toutes les questions. Et si vous voulez poser des questions, le mieux c'est de vous manifester dans le, dans le chat. Voilà, c'est ça. voilà. Eh bien, la parole est à vous. Donc, ouais, merci beaucoup pour l'introduction et pour Winslow Santé Publique d'organiser cela. Donc, avec Nicolas Eo, mon collaborateur, on est très heureux d'être là. Je pense que Nicolas va se présenter tout à l'heure quand on aura des questions. Donc, on est chercheur à l'Institut Pasteur. On est initialement chercheur sur le VIH. On a, dans le domaine du VIH, l'habitude d'interagir avec les associations de patients. Et vraiment, dans le domaine du VIH, les associations de patients ont été vraiment essentielles et très importantes pour faire avancer la recherche. Ils ont beaucoup poussé la recherche et l'accès aux thérapies. Donc, je pense que c'est peut-être d'autant plus qu'on est vraiment toujours ouvert à discuter avec le public, hein. Euh, donc là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est essayer de faire un résumé des résultats et puis mais laisser beaucoup de temps aux questions, donc au moins une demi-heure, pour que, comme ça, vous nous dites qu'est-ce qui vous intéresse. Euh, et donc, je vais mettre la présentation. Vous le voyez? Donc ça, Oui. c'est bon? OK. Euh, oui, l'idée, c'est qu'on vous explique un peu pourquoi, en fait, on a fait cette étude qui était au départ pas destinée au Covid long, mais maintenant, c'est vraiment important pour le Covid long. Les résultats et conclusions majeures de cette étude, un résumé là-dessus, et les questions à la fin qui en résultent, des perspectives et les limitations qu'on pourra discuter. Donc, d'une manière générale, au laboratoire, on s'intéresse en fait à essayer de mieux comprendre les mécanismes de l'hôte qui permettent de contrôler les infections virales, d'une manière générale. Et comme vous savez, il y a des barrières anatomiques comme la peau, le mucus. Il y a l'immunité innée. L'immunité innée est très importante. Elle existe depuis longtemps dans l'évolution chez les plantes, les insectes. Elle est très importante parce que c'est elle qui va détecter qu'il y a un pathogène qui rentre dans l'organisme et qui va en fait donner le signal d'alarme aux réponses immunes adaptatives. Et dans cette immunité innée, il y a les macrophages qui peuvent manger des cellules infectées, ils peuvent, ou des pathogènes. Et il y a aussi l'interféron type 1, interféron alpha par exemple, dont on a beaucoup parlé et qui est très important dans le contrôle du SARS-CoV-2. Et puis il y a l'immunité adaptative, où il y a les lymphocytes cytotoxiques et surtout les cellules B qui sécrètent des anticorps neutralisant entre autres, donc aussi un élément très important, notamment dans les vaccins ou pour la protection contre une infection. Alors nous, dans notre étude, on s'est intéressé beaucoup à une composante de l'immunité innée. En anglais, on les appelle les cellules NK, ça veut dire natural killer, et en français, les cellules tueuses naturelles. C'est des cellules qui peuvent aussi éliminer des cellules infectées et elles réagissent tout de suite, dès la première minute après l'infection. Et il nous semblait qu'elles étaient moins étudiées dans l'infection par le SARS-CoV-2, or qu'on sait que dans les infections virales, elles jouent un rôle primordial.
Et ces cellules NK, en fait, d'ailleurs, elles peuvent être activées par les interférons type 1. Donc, plus s'il y a beaucoup d'interférons type 1, mais justement, ce sont surtout les cellules NK qui vont s'activer. Ces cellules peuvent aussi être activées par d'autres cytokines dans l'environnement. On va en venir. Et puis, comment est-ce qu'elles agissent? Donc, d'une part, elles peuvent vraiment éliminer, tuer les cellules infectées. Elles peuvent aussi contrôler ou inhiber la réplication virale via la sécrétion des messagers, comme l'interféron gamma ou le TNF-alpha. Et elles participent aussi à la modulation des réponses immunes adaptatives. Donc, elles peuvent améliorer, par exemple, les réponses en lymphocytes T cytotoxiques. Alors, l'activité des cellules NK vis-à-vis d'un virus varie selon les individus. Ça peut être dès la naissance. Il y a beaucoup de facteurs génétiques qui influencent la capacité des cellules NK à reconnaître une cellule infectée. On sait aussi maintenant que les cellules NK varient avec l'âge et se diversifient. Et leur activité varie aussi en fonction du mode de vie de la personne. Fumer a un impact sur l'activité cellulaire NK, l'obésité aussi. Et puis aussi, l'infection individuelle de chaque individu conditionne les cellules NK. En fait, en fonction des infections ou des vaccinations qu'on a eues dans le passé, ça peut en fait influencer l'activité des cellules NK. Et ça, c'est parce qu'en fait, or que ce sont des cellules d'immunité innée, elles peuvent aussi développer une mémoire. Donc, pour rappel, une mémoire, c'est en fait quand l'individu le système immunitaire d'un individu est exposé à un pathogène, il va faire une réponse initiale qui est peut-être pas très forte. Et puis, quand l'individu est réexposé à nouveau, dans ces cas-là, la réponse immune est plus forte. Et c'est ça qu'on appelle mémoire en immunologie. Et au départ, on pensait que ça existe que dans les cellules, dans l'immunité adaptative, donc composée par les lymphocytes T et les lymphocytes B. Et c'est ça qu'on essaie justement d'induire avec un vaccin, hein, cette mémoire qui permet de mieux réagir quand on est exposé à un pathogène. Et aujourd'hui, on sait que la mémoire existe aussi au niveau de l'immunité innée, que ce soit par exemple les macrophages, c'est là où ça a été découvert. Et plus récemment, il est connu que ça existe aussi au sein des cellules tueuses naturelles, les cellules NK. Mais en fait, on sait très peu comment elles sont induites. C'est NK mémoire, quand est-ce qu'elles existent et est-ce qu'elles peuvent exister aussi dans l'infection SARS-CoV-2. Et nous, dans l'étude, initialement, on s'est posé la question, si les cellules NK d'un individu qui a été infecté par SARS-CoV-2, est-ce qu'elles peuvent développer une mémoire et est-ce qu'elle, en fait, cette mémoire améliore en fait la capacité de l'hôte à être protégé contre, par exemple, une nouvelle infection. Alors, pour faire cette étude, on a utilisé un modèle animal, le modèle singe, pour deux raisons. D'une part, c'est parce qu'on peut en fait contrôler les conditions d'infection. C'est-à-dire qu'en fait, on traite les animaux et ensuite, on garde les animaux en captivité et on sait qu'ils ne vont pas être exposés à autre chose. Or que chez l'homme, c'est difficile, on ne va pas les fermer. Et autre chose aussi, chez les animaux, on peut regarder ce qui se passe localement dans les tissus, parce qu'en fait, les interactions virus-hôte se passent surtout dans le tissu et c'est là où on doit être protégé. Et voilà, pardon. Donc, on a utilisé en fait des singes de l'espèce Cynomologus. On a utilisé des animaux contrôles qui n'ont pas été infectés, des animaux infectés par la souche originale et puis des animaux infectés avec la souche Omicron. On a attendu au moins 6 mois et après, on a fait des prélèvements. On a voulu regarder les cellules du poumon et pour cela, on a fait des lavages panchéavolaires. Comme ça, en fait, ça se fait sous anesthésie et on peut récupérer les cellules des poumons. Ces animaux ont été infectés, donc j'avais dit avec les souches originales ou Omicron. Vous voyez ici, en fait, les valeurs PCR à partir de prélèvements de la trachée ou des muqueuses nasales. Et comme chez l'homme, en fait, on a un pic lors de la première semaine, un pic de PCR. Puis après, la charge virale diminue. Et après 14 jours ou 3 semaines post-infection, la PCR est devenue négative.
On voit que généralement, la souche originale induit des réponses, des charges virales un peu plus élevées, des fois beaucoup plus élevées que la souche Omicron. Mais on peut aussi avoir des animaux qui avaient des valeurs de charge virale avec la souche Omicron plus élevées que Wuhan. Donc, il y a des variations comme on peut observer chez l'homme. Ensuite, après 3 semaines post-infection, on a suivi les animaux pendant jusqu'à 18 mois, donc 1 an et demi, et jamais plus la PCR a été positive. Donc, elle est restée toujours négative dans la trachée et les muqueuses nasales. Et on a commencé l'étude donc à regarder les réponses immunes dans 6 à 18 mois post-infection. On a d'abord regardé l'environnement inflammatoire. Et j'avoue qu'on a été étonnés que c'était si évident que l'inflammation, en fait, persiste. Là, on a regardé dans le sang, donc on a fait des marqueurs qu'on a l'habitude de mesurer. C'est des marqueurs qui sont connus pour être augmentés lors du Covid, hein, comme l'interleukine 6, des cytokines qui sont connus pour impacter la réponse sur l'NK, comme l'interleukine 18 ou l'interleukine 15, ou d'autres chémokines comme IP10 qui sont connues pour être induites par interféron alpha. Donc, comme vous voyez, en fait, que ce soit la souche originale ou Omicron, on voyait entre 6 à 18 mois post-infection une inflammation qui était plus élevée. Et encore une fois, et ça, on va voir tout au long de l'étude, avec une variabilité selon les individus. Alors, vu que l'inflammation était quand même augmentée significativement, on s'est tout de suite posé la question sur la cause. Et c'est pour cela qu'on a essayé de voir si quelque chose qui persiste aussi longtemps, donc après 6 mois post-infection. On a fait d'abord une PCR dans les lavages branchio-alvéolaires et vous avez ici les résultats de la PCR et vous voyez qu'en fait, il y avait des animaux où il y avait beaucoup de virus dans les lavages branchio-alvéolaires entre 6 et 18 mois post-infection. Vu que c'était l'ARN, on a voulu vérifier que c'était vraiment le virus entier et on a fait des marquages des protéines. Donc, on a, par exemple, à droite, Nicolas a mis en place les méthodes. On a mis les cellules en culture. On peut labelliser les protéines avec des couleurs. Et vous avez ici, là où il y a la protéine spike dans la cellule, c'est coloré en rouge. Et on a quantifié, vous voyez dans le graphe au milieu, et on voit qu'il y a dans beaucoup d'animaux, en fait, chaque triangle, chaque rectangle représente un des animaux étudiés. Il y a beaucoup d'animaux où, en fait, entre 10 et je dirais 50% des macrophages présentent un peu de protéines virales. Donc, on a quantifié cela et en fait, on a classifié les animaux en 3 groupes selon leur charge virale qui persiste dans les macrophages des poumons. Vous avez en rouge les animaux où on détecte beaucoup de virus dans les macrophages des poumons. En vert, des animaux où on détecte du virus, mais vraiment à des quantités très faibles. Et en noir, les animaux qui, en fait, on ne détecte pas de virus ou les virus en dessous de ces détections. Donc, on a en fait 3 catégories d'animaux. Ensuite, on a voulu savoir si les virus qui étaient dans les macrophages, en fait, étaient infectieux. Est-ce qu'ils peuvent se multiplier? Donc, ça, c'est les 3 groupes. Donc, on a commencé à mettre en culture les macrophages, en fait, qui viennent du groupe rouge, donc du groupe avec une charge virale élevée. Et on voit qu'après 2 heures déjà, on commence à avoir une légère augmentation de la quantité de virus. Et plus on reste en culture, plus la quantité de virus augmente. Et en fait, c'est l'augmentation d'une quantité de virus qui montre qu'il y a vraiment une production virale. Et vous voyez qu'il y a 12 heures post-mise en culture, tous les animaux avaient des virus où les virus se multipliaient dans les macrophages des poumons. Ensuite, on a fait la même chose pour les 2 autres groupes. Et c'est qu'on voit dans le groupe avec charge virale faible, avec la persistance des virus faibles, on voit qu'en fait, il y a un délai. On voit que en fait, certains animaux, les virus se répliquent rapidement, mais d'autres, en fait, à 8 heures, restent encore près du seuil de détection. Et si on prend un 3e groupe, là, on voit que chez certains,
en fait, on commence à avoir du virus après 8 heures post-culture, mais d'autres à 18 heures post-culture restent toujours au sein du seuil de détection. Et on n'a pas réussi à voir, or qu'on avait une indication que le virus se multiplie, on n'arrivait pas à avoir des virus infectieux dans les saunageants. On ne pouvait pas réinfecter avec le virus ce qui sortait des cellules, les nouvelles cellules. C'est qui nous a posé un problème parce qu'on ne comprenait pas comment le virus pouvait se multiplier. Mais ce qu'on avait observé au microscope, c'est qu'en fait, les macrophages des animaux qui avaient été préalablement infectés, donc au moins 6 mois avant, en fait, développaient une morphologie différente. Vous avez ici sur la figure à gauche les macrophages issus des poumons d'animaux qui n'ont jamais été infectés par SARS-CoV-2 et à droite, les macrophages des animaux qui avaient été infectés 6 mois auparavant avec le SARS-CoV-2. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils commencent en fait à faire des protrusions, des formes un peu plus longues. Vous voyez là aussi, en fait, ils commencent à faire des tunnels entre les cellules et comme si aussi ils avaient envie de communiquer entre eux. Et on pense que c'est le virus qui induit ça. Et ensuite, le virus, en fait, il peut voyager au sein de ces tunnels pour aller d'une cellule à l'autre. Et ainsi, en fait, il échappe un peu aussi aux réponses immunes. Il est moins bien vu par les lymphocytes T, par exemple. Donc, ça a été un long débat dans la littérature si les monocytes macrophages pouvaient être infectés ou pas par le SARS-CoV-2. Et là, en fait, on pense avoir compris, c'est parce qu'en fait, il ne relâche pas de virus infectieux à l'extérieur, mais il arrive en fait à transmettre des virus de cellule à cellule. Et en fait, un peu en même temps, il y a une autre équipe à l'Institut Pasteur qui travaille sur le neurone. Ils ont vu qu'il y a un mécanisme similaire où les cellules infectées font des tunnels avec des neurones et ça permet en fait au SARS-CoV-2 d'infecter des neurones, même si les neurones n'expriment pas le récepteur AC2 du SARS-CoV-2. Donc, ensuite, quand on a vu que le virus se réplique dans les macrophages, on s'est posé la question, mais pourquoi est-ce qu'il y est à des niveaux différents selon les individus? Et est-ce qu'il y a des facteurs qui régulent la persistance virale dans les poumons? Et entre différents, on a eu, pour aller plus vite, on a trouvé qu'en fait, c'est la cytokine interferon gamma qui inhibe fortement la multiplication du SARS-CoV-2 au sein des macrophages alvéolaires du poumon. Vous voyez à gauche, en fait, en bleu, les noyaux de cellules. Autour, en rouge, vous avez l'ARN viral qui est en train de se multiplier. Et puis à droite, vous avez une culture des macrophages. On a ajouté l'interferon gamma à la mise en culture. Vous voyez qu'il y a beaucoup moins de virus qui se répliquent. Et à droite, vous avez des graphes de quantification. Et en fait, on s'est demandé qu'est-ce qui induit l'interferon gamma. Il y a plusieurs cellules qui peuvent produire l'interferon gamma chez l'autre. Vu qu'on s'est intéressé au SULNK et que SULNK, c'est vraiment une des cytokines clés qui est induite pour inhiber la réplication virale, on a regardé l'expression d'interferon gamma dans les cellules NK. Et une chose qu'on a fait, c'est en fait, on a directement stimulé les cellules NK avec la protéine spike. Et on a vu qu'en fait, le virus lui-même peut induire la production d'interferon gamma par les cellules NK. Vous avez ici en rouge, en fait, sa production après stimulation LPS, c'est le contrôle positif. Et en vert, la production d'interferon gamma avec la spike, la protéine sous forme trimérique. Et S1, S2, c'est des témoins. S1, c'est la forme monomérique qui n'arrive pas à stimuler, à bien probablement se fixer sur le récepteur. Et la S2, c'est la forme qui ne peut pas se fixer au TLR sur les macrophages. Mais si on prend les animaux, les 3 groupes d'animaux avec persistance élevée, faible et intermédiaire, en fait, ce qu'on voit, c'est que les animaux qui avaient une persistance virale élevée, ici marquée par high, en fait, la capacité production d'interferon gamma était moindre que chez les animaux qui n'avaient pas de virus persistant.
indiquant que les virus, il y avait moins de virus, c'est ceux qui avaient les cellules NK qui faisaient le plus de cellules NK. Plus de cellules NK qui produisent interféron gamma. Et à droite aussi, c'est la même chose. Vous voyez, ex vivo, les animaux qui avaient la plus grande persistance virale, c'est ceux qui produisaient le moins d'interféron gamma. Et puis, on a vu aussi qu'en fait, ces cellules NK des animaux qui avaient été préalablement infectés par SARS-CoV-2, ils les expriment à une molécule qu'on appelle FOXG1 qui est connue pour inhiber l'interféron gamma. Donc, on pense que l'infection, en fait, le virus induit des inhibiteurs de la production d'interféron gamma. C'est un autre mécanisme pour échapper aux réponses immunes. Et en plus, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'en fait, l'interféron gamma, en plus, augmente une molécule à la surface des cellules infectées, qui est en fait un CMH, un complexe majeur de histocompatibilité, qui présente d'habitude les antigènes au système immunitaire pour être vus. Mais dans le cas des cellules NK, ces CMHE, en fait, inhibent l'activation des cellules NK. Donc, encore un autre mécanisme où, en fait, on inhibe les réponses immunes. Je vais faire un résumé tout à l'heure. Juste, alors, si on a plus de CMH, donc on a voulu savoir si on a plus de CMHE à la surface de la cellule, est-ce que ça inhibe vraiment les cellules NK? On a d'abord vérifié qu'effectivement, chez les animaux qui avaient été infectés préalablement par le SARS-CoV-2, contrairement aux animaux non infectés, il y avait vraiment déjà in vivo plus de CMHE sur les macrophages. Donc, on a fait une test in vitro, on a ajouté les cellules NK et on a regardé leur activité. Et quand on a fait ça, on a vu qu'en fait, vous avez à droite, sans aller dans les détails, effectivement, les cellules NK et leur activité de reconnaître et tuer les cellules infectées était inhibée par le fait qu'il y avait plus de CMHE à la surface des macrophages. Maintenant, si on compare encore une fois les animaux qui ont beaucoup de virus et peu de virus, vous avez ici en rouge les animaux qui avaient beaucoup de virus persistants. Donc, eux, en fait, ils ont une capacité très faible à éliminer les cellules macrophages, or que les animaux qui n'avaient pas ou peu de virus persistants, en bleu, eux, ils avaient une capacité très élevée à éliminer les cellules persistantes. Alors ça, c'est l'étude qu'on a fait avec les cellules NK des poumons. Si on prend les cellules NK du sang des mêmes animaux, on voit la même tendance, mais c'est plus difficile à voir. Ça confirme en fait que les événements ont lieu dans les poumons et dans le sang. Des fois, on a du mal en fait à étudier ce qui se passe localement. Et puis à droite, bon, ça c'est juste pour montrer qu'il y a la corrélation entre effectivement cette capacité à éliminer les cellules via les cellules NK est très fortement corrélée avec la persistance ou absence de persistance virale. Donc pour résumer, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le SARS-CoV-2 peut infecter des macrophages. Il infecte aussi des macrophages de poumons. Entre les macrophages de poumons, les virus sont transmis par des sortes de tunnels. Ensuite, l'interféron gamma, lui, peut diminuer la quantité des virus qui est produit dans les macrophages, mais en même temps, ça augmente le nombre de molécules CMHE à la surface cellulaire. Ça, d'habitude, inhibe les cellules NK qui ne sont plus capables d'éliminer les macrophages infectés. Mais chez une partie des animaux, les cellules NK, en fait, s'adaptent. On les appelle les NK adaptatives, éventuellement avec une mémoire, et elles sont capables d'éliminer les macrophages infectés. Et ça, on le voit chez les animaux où il y a plus de virus persistants. Donc, les conclusions majeures, c'est que le SARS-CoV-2 peut persister plus d'un an et demi dans les poumons, en tout cas dans le modèle singe, que les macrophages du poumon sont un réservoir important du SARS-CoV-2, peut-être le réservoir le plus important sur le long terme. Le degré de persistance virale varie selon les individus et que les cellules NK et l'interféron gamma jouent un rôle important dans le contrôle viral et la régulation de la persistance virale dans les poumons. Maintenant, il y a beaucoup de questions en fait
qui nécessitent d'être étudiés. D'une part, quel est le lien entre cette persistance virale dans les macrophages, dans le poumon et les Covid longs? Est-ce que les macrophages sont le seul réservoir viral persistant dans le poumon ou dans l'hôte d'une manière générale? Est-ce que le virus qui persiste dans les poumons peut se réactiver chez l'homme et causer une nouvelle infection? Est-ce que les cellules NK adaptées participent à la protection contre COVID-19 en cas de réexposition? Pourquoi ces cellules NK adaptées n'ont été observées que chez la moitié des animaux? Qu'est-ce qui fait que certains animaux le développent et d'autres pas? Quels sont les autres facteurs qui impactent le degré de persistance virale? Et est-ce qu'on peut développer des immunothérapies ou des vaccins pour renforcer les réponses NK adaptatives chez les patients, notamment les patients Covid long? Et est-ce que cela pourrait diminuer les symptômes si la persistance virale en est la cause? Pour finir, les limitations, en fait, bon, d'une part, il s'agit du modèle animal. Donc, nous, on n'a pas pu constater s'il y avait des animaux qui souffrent d'un Covid long parce que l'étude n'était pas faite pour et on n'a pas mesuré. Et c'est difficile à voir chez les animaux s'ils sont plus fatigués, sauf si on associe des neurologues ou des gens qui font du comportement et ça, on ne l'a pas fait. Le nombre est limité par étude, hein, donc on peut imaginer qu'il y a seulement une fraction qui développe le Covid long. Il faut avoir des chiffres plus élevés. Pour l'instant, il n'y a pas de modèle simien pour Covid long, mais on a un collaborateur qui essaie de le mettre en place, mais c'est long et difficile. Et puis, quand on utilise les animaux, on utilise toujours des doses virales fortes parce qu'on est obligé, il faut que tous les animaux s'infectent. Donc, on peut éventuellement surévaluer la charge virale en fait, ou la persistance virale parce qu'on vient avec une dose virale qui est initialement très forte. Et puis, bon, les avantages du modèle animal, quand même, je vous ai donné au départ, c'est qu'on peut étudier ce qui se passe localement parce que c'est là où, en fait, il faut que la protection persiste. Et on peut travailler dans des conditions contrôlées où on sait qu'il y a une absence de réexposition, par exemple. Et puis, je voulais finir avec les limitations générales de la recherche pour vous dire qu'on a beaucoup de projets, beaucoup de motivation et des jeunes chercheurs qui sont très motivés, mais on est souvent frustrés parce que la réglementation en France et dans certains d'autres pays devient de plus en plus complexe. Pour vous donner un exemple, on avait un projet soumis en mars 2022 pour étudier des domaines, la physiopathologie de Covid long. On a soumis en mars 2022, il est financé et depuis, en fait, il n'a toujours pas démarré pour des raisons administratives. Et je peux vous donner des exemples pour des raisons vraiment très pas logiques. Et puis, il commence à avoir de la littérature là-dessus aussi dans les journaux et une demande auprès des ministères pour simplifier les procédures. En France aussi, on sait que le financement de la recherche publique baisse, contrairement à des pays voisins, et que en fait, les boîtes pharmaceutiques, quand ils veulent faire des essais cliniques, maintenant, ils vont plutôt dans les pays anglophones, parce qu'en France, la réglementation est trop compliquée, malheureusement. Donc ça, c'est pour vous partager notre frustration de ne pas pouvoir aller plus vite. Et pour finir, donc les collaborateurs de Nicolas Hulot, que vous allez voir tout de suite, qui a fait vraiment la quasi-totalité de ses travaux en collaboration avec ITMIT, qui est le centre le centre de primates, avec Roger Legrand, qui est son directeur. Hugo Moquet, qui a analysé les réponses en anticorps de ces animaux que je n'ai pas eu le temps de vous montrer. Et puis Arnaud Fontanet, avec lesquels, en fait, on va faire des études futures chez des individus qui avaient été infectés. Et puis un ensemble d'autres collaborateurs. Vraiment, on a beaucoup de gens qui sont très, je vous dis, très motivés pour travailler sur ce sujet. Et puis, je vous remercie tous pour votre présence. Et on est là pour discuter. Merci. Merci beaucoup. Je vais remettre voilà.
Je regarde. Ah, alors, il y a une question qui, de toute façon, qu'on souhaitait poser, donc c'est très bien. Je vais poser quelques questions et après, on va traiter celles qui sont dans le chat, Emmanuel. Ça te semble une bonne. Euh, par rapport aux cellules NK adaptatives, est-ce qu'il y a un moyen de mesurer avant l'infection, au final, la façon dont elles vont réagir et si elles vont plus ou moins présenter les problèmes que vous avez expliqués auparavant et savoir si certaines personnes ont des cellules NK adaptatives qui vont mieux permettre de lutter contre le virus. Je vais commencer, puis je vais laisser la parole à Nicolas. Je pense que d'une part, ça peut se mesurer en effet avec le test qu'on a développé. Et on pourrait imaginer de comparer la population d'aujourd'hui par rapport à la population avant 2019 et puis voir si individuellement il y a des différences. Je pense que c'est tout à fait possible. Il y a aussi une étude qui vient de sortir des Pays-Bas. En fait, eux, ils ont regardé des réponses immunes non infectieuses, mais ils ont vu que justement au niveau de l'immunité innée adaptative, il y a des facteurs épigénétiques qui déterminent la réponse, la réponse adaptative innée. Et c'est là, en fait, on ne l'a pas encore étudié, mais ce sera, je pense, très important d'étudier cela au sein de cellules NK des individus infectés par SARS-CoV-2. Les facteurs épigénétiques. D'accord. Merci beaucoup. Il y avait une deuxième question qui avait été posée en amont par une personne qui est liée aux comparaisons avec le VIH, au vu aussi, a priori, alors ça c'est plutôt dans le milieu anglo-saxon qui parle d'infections opportunistes, de baisse de lymphocytes dans la population Covid long. Est-ce qu'il y a un lien avec votre étude ou non? C'est quelque chose qui fait beaucoup débat aux USA notamment. Moi, je voudrais mentionner un élément dans ces cas-là. Je pense que les infections sont très différentes. Mais il y a une chose qui est commune à toutes les infections, c'est qu'en fait, quand il y a une baisse des cellules immunes dans le sang, souvent, ce que ça veut dire, c'est qu'elles vont là où il y a l'inflammation. Oui. Parce que le virus va se répliquer dans un organe ou dans des tissus. Et en fait, il y a des chimioquines qui sont produites et qui attirent les cellules pour qu'ils puissent combattre les pathogènes. Et en fait, les cellules quittent le sang pour aller dans les tissus. Donc, la première baisse, c'est souvent un bon signe. Le système immunitaire répond. Après, il ne faut pas que la baisse persiste. Il faut que les cellules reviennent au taux normal. D'accord. Donc, en fait, les points communs, évidemment, il y a des différences, les mêmes virus, donc voilà. Mais c'est dans les mécanismes, est-ce qu'il y a des points communs, par exemple, les nanotunnels que vous. Enfin, je ne sais pas si c'est nanotunnel ou nanotube que vous dites. Oui. En fait, le VIH peut aussi se répliquer de cellule à cellule. Oui. Et il fait ça pour échapper au système immunitaire, mais il utilise d'autres mécanismes. D'accord. Il forme par exemple des syncytias entre les cellules. Pardon? Vas-y, Nicolas. Non, je disais, le SARS-CoV-2 aussi fait des syncytias. Oui. La grande différence, ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que à partir du moment où une infection, un virus va se mettre à persister dans un organisme, il va entraîner une inflammation chronique. Et cette inflammation chronique, même si elle se fait à très très faible niveau, elle peut avoir des conséquences à long terme sur la production et la capacité du système immunitaire à répondre. Comme elle dit Michaela, l'inflammation, elle est bonne au début d'une infection parce qu'elle est nécessaire pour le recrutement de cellules immunitaires. Mais si celle-ci elle perdure trop longtemps dans le temps, elle va épuiser le système immunitaire. Et du coup, en fait,
on va se retrouver dans une situation où on aura le virus persistant et un système immunitaire épuisé. Et au cours du temps, ça peut ne pas forcément être positif pour l'individu, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. C'est cette inflammation chronique à bas bruit qui est problématique. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Euh, il y avait, mais en fait, c'était un peu la même question, la question du docteur Hélène Poirier qui demandait si la persistance macrophagienne était décrite dans d'autres maladies virales. Euh, mais peut-être que vous n'avez pas cette information-là, vu que c'est Si, en... si, si. Si? Ça a déjà été décrit dans notamment le CMV, le cytomégalovirus. Oui, C'est connu aussi pour le chikungunya, pour Zika virus aussi. Et pas mal de bactéries sont le VIH, bien entendu. Il y a aussi pas mal de bactéries, donc il y a un autre micro-organisme qui sont capables de se répliquer et de persister dans les macrophages. Les macrophages, c'est un peu les éboueurs de notre système immunitaire, c'est-à-dire qu'ils ont une capacité à aller manger d'autres cellules pour les dégrader et les détruire. Et souvent, quand ils rentrent en contact avec une cellule infectée, ils décident de la manger. Et souvent, le virus, lui, est capable d'échapper, on va dire, à l'estomac du macrophage et va pouvoir se positionner dans le macrophage et persister pendant très longtemps. La problématique de ces cellules, des macrophages, c'est qu'ils ont une durée de vie extrêmement longue. Par exemple, un macrophage infecté par le VIH peut rester en vie pendant 100 jours. Ce qui participe aussi à la persistance virale. C'est-à-dire qu'en choisissant d'infecter ce type de cellules, le virus est parfaitement conscient, enfin conscient, si on peut parler, si on peut dire qu'il est vivant, mais il est conscient qu'il va pouvoir persister longtemps au sein de l'individu. d'accord. Du coup, ça rejoint un peu, parce qu'il y avait une étude que j'ai notée, j'en ai pris connaissance très rapidement ce matin, et je vois que c'est une des questions d'après Givin. Je ne sais pas si la personne veut monter pour poser la question, c'est possible. Je ne sais pas si vous avez vu cette étude sur la thromboinflammation qui est active dans le cas du Covid long et notamment, si je me rappelle bien, la baisse du complément. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance et si vous faites des liens, en effet, comme le demandait la personne d'après Givin, avec vos découvertes. J'ai vu la publication, effectivement. C'est difficile à dire s'il y a un lien avec la persistance virale. Et sur l'INCA, j'ai eu un peu du mal à voir comment le lier. Bon, ça parle de. On sait que le SARS-CoV-2 et les VIH aussi, il peut persister aussi, il peut s'accrocher à des plaquettes. Euh, on dit platelets en anglais, je pense que c'est plaquettes en français. Mm. Euh, Est-ce que ça joue un rôle? Comment dire? Je pense que c'est une des choses qu'on a encore du mal à comprendre, hein, personnellement. Euh, Oui, d'accord. Merci. Alors, je vois qu'il y a d'autres éléments. Je vais en poser une et puis je vais reprendre une autre question. Par rapport aux options de traitement auxquelles ça peut faire penser vos découvertes. Je sais que là, il y a des options de traitement qui vont commencer aux États-Unis. Il y en a d'autres qui ont commencé en Chine, je crois, sur des antiviraux. Euh, Qu'est-ce que ça peut ouvrir comme idée de traitement? Vous parliez euh, Immunothérapie. d'immunothérapie. Est-ce que ça peut ouvrir des idées de recherche ou d'études cliniques de traitement, lesquelles? Et est-ce qu'il y a, voilà, sous quelle forme ça peut se faire? Euh, on pense qu'en fait, bon, c'est évidemment intéressant de regarder si avec des antiviraux, on peut diminuer la persistance virale et si ça a un impact sur Covid long, c'est important à faire. Maintenant, si on comprend pas si on connaît pas les mécanismes de persistance, c'est ne pas sûr que ça va suffire. Parce qu'en fait, les antiviraux actuels, ils inhibent les virus qui sont à l'extérieur. Les BNAPs, les anticorps neutralisants,
vont reconnaître le virus à l'extérieur qui va essayer d'entrer dans une cellule VAC2, par exemple. Paxlovid, c'est une molécule qui inhibe la protéase du virus. Et en fait, c'est encore là, c'est quand le virus est en train de se répliquer et quand il est en train de produire des virus infectieux que Paxlovid va agir. Mais si le virus, par exemple, est caché dans des vésicules à l'intérieur de la cellule pendant des mois, ces antiviraux vont avoir aucun effet sur la persistance. Et par exemple, dans un essai clinique de Covid long, on ne va pas avoir d'effet bénéfique sur Covid long. On va peut-être conclure que ce n'est pas la persistance virale, or c'est simplement parce que les antiviraux n'ont jamais réussi à atteindre vraiment la persistance. C'est la raison pour laquelle c'est vraiment important de savoir où est-ce que le virus se cache et de quelle manière. Dans le VIH, on a des exemples que le virus, par exemple, il peut, au sein de ganglions, s'attacher à des cellules qu'on appelle les cellules folliculaires dendritiques et rester infectieux pendant 6 mois ou 9 mois, voire plus. Et les antiviraux actuels, en fait, pour le VIH, ont du mal à rentrer dans ces endroits. En fait, les concentrations sont suboptimales. Et de toute façon, ils élimineraient pas le virus parce qu'il n'est pas en train de se répliquer. Donc, je pense qu'il nous faut absolument des thérapies meilleures, des thérapies qui ciblent la persistance virale, ou des immunothérapies qui arrivent en fait à reconnaître, à booster les cellules qui sont capables de reconnaître une cellule infectée et de la tuer. Donc pour ça, il faut d'abord une étape auparavant de recherche sur ce type de traitement. Ouais. Peut-être on peut peut-être avec ces médicaments actuels, on peut réduire une partie de la charge virale. Ouais. On peut espérer. Et est-ce que sur ces recherches, il y a déjà des choses qui sont lancées ou pas encore? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent aider pour lancer ce type de recherche? Moi, j'ai eu des publications sur interferon gamma. Oui. Donc, il y a une étude qui vient de sortir, qui est sortie en décembre, je crois, de l'équipe Alain Cher, NIH. Il propose en fait de traiter avec l'interferon gamma. Administrer passivement, ça veut dire quoi exactement ça? Passivement, ça veut dire qu'en fait, on injecte la molécule. Au lieu de booster la cellule in vivo chez l'autre qui va, elle, produire l'interferon gamma, la cytokine, ça c'est une vaccination. Passivement, ça veut dire qu'on injecte directement la molécule. C'est comme les traitements en anticorps. Quand on les injecte, ça c'est l'immunisation passive. Oui, justement, c'était intéressant. Je vais la mettre dans le chat pour les personnes si elles veulent le voir. Donc ça peut être une piste. Ça peut être une piste, mais comme on a vu, nous, dans notre travail, c'est qu'en fait, ça diminue la réplication virale au sein des macrophages. Donc, c'est très bien. Ça le maintient peut-être de manière silencieuse, mais ça ne va pas éliminer les cellules qui sont infectées. Ça ne va peut-être pas suffire pour éliminer le réservoir. D'accord, merci. Oui, Emmanuel, en effet, on peut passer à d'autres questions du public. Est-ce que certaines personnes veulent bien lever la main pour poser leurs questions dans ceux qui ont commencé à réfléchir au sujet et à une question à poser aux chercheurs? Oui, je vois qu'il y a Nathalie Quignette, Jacob Okopny, Louise, Oui. David Simard. Donc, je me posais la question de savoir si les personnes voulaient lever la main, ce qui nous permet de savoir qui veut prendre la parole. Voilà. Vous n'êtes pas forcé de mettre votre caméra si vous ne le souhaitez pas, ou oui, voilà. Et ça vous permet voilà, de poser directement votre question. Alors, Jacob Okopny a levé la main. Oui, bonjour. La question en fait est plutôt comment on peut, de manière générale, j'ai dit en mode macro, mais c'est en gros via une prise de sang au niveau de la population, détecter un marqueur de persistance en fait virale. En gros, c'est ça la question. J'avais entendu parler de protéines C-réactives à un moment donné, mais je me demande est-ce que c'est un marqueur fiable, est-ce qu'il y en a d'autres, voilà, un peu comment on peut détecter une persistance virale de SARS-CoV spécifiquement via une prise de sang par exemple.
Bon, il y a des études en cours qui essayent de trouver un mécanisme fiable. Actuellement, ce qu'on voit, c'est que la plupart des études trouvent du virus persistant à des degrés très variables et les études entre elles ne sont pas concordantes. Probablement parce qu'ils ne regardent pas les mêmes marqueurs et parce qu'ils n'utilisent pas la même technique. Et ce pas les mêmes individus forcément non plus, je veux dire même avec les mêmes caractéristiques. Euh, donc c'est une recherche en cours et pour l'instant on n'a pas ces biomarqueurs, mais c'est sûr que les gens essaient de le développer. Euh, Maintenant, le modèle animal pourrait être utile pour ça parce qu'on pourrait peut-être voir mieux la corrélation entre la persistance et le marqueur dans le sang. Ça peut être une piste. Après, Après, ce qu'il faut garder en tête, c'est que nous, on montre dans notre étude que le virus persiste dans le poumon, mais il n'est pas exclu qu'en fonction des individus qui ont un syndrome de Covid long, en fait, le virus persiste dans différents tissus. Ce qu'on n'a pas détaillé, c'est que le macrophage est une cellule immunitaire qui est capable d'infecter différents tissus, enfin d'être présent dans différents tissus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas forcément le même Covid long si on va avoir une persistance du virus dans les macrophages intestinaux que si c'est bien macrophage, si on a une persistance du virus dans les macrophages pulmonaires ou dans les astrocytes, qui sont les équivalents des macrophages, dans le cerveau. Et à partir de là, en fonction du site de persistance, on sait que l'inflammation sera différente. Du coup, on n'aura pas forcément des biomarqueurs, les mêmes biomarqueurs. Et ça pourrait expliquer en partie les échecs que la recherche a rencontrés depuis quelques années sur la recherche de biomarqueurs spécifiques au Covid long. Il faudrait réussir à classer les patients, ou en tout cas à mieux les organiser pour pouvoir avoir en fait comment dirais-je, une meilleure sensibilité des biomarqueurs. Et ça, c'est quelque chose qui est au, j'étais au congrès Covid long la dernière fois, c'est quelque chose qui est en train en train d'être mis en place. D'accord. Alors, il y a 3 mains levées. J'ai changé pour pouvoir voir les mains levées. J'étais obligée de changer l'ordre. J'espère que ça n'a pas trop modifié pour les autres personnes. Il y a Nathalie de Rénalou et peut-être après Lucie, que j'ai vu lever la main aussi depuis quelque temps. Donc, Nathalie, si... Oui, bonjour. Donc, moi, je suis une patiente qui est transplantée rénale depuis 12 ans et demi et je suis bénévole effectivement chez Rénalou. Et j'avais une question. Donc, est-ce que la prise de cortisone sur le long terme peut affecter donc les cellules NK et donc l'immunité innée, par exemple, donc pour les patients greffés d'organes solides qui ont de la cortisone dans leur protocole de greffe? Est-ce que ça joue un rôle? En plus des immunosuppresseurs qu'on prend. Oui, ouais. Bon, je ne veux pas dire de bêtises parce que je ne suis pas médecin. Du point de vue immunologique de séquencer pour le VIH, ça peut impacter les réponses immunes et la capacité de contrôler les virus. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, pour Paxlovid, que les gens qui sont immunosuppresseurs, il vaut mieux qu'ils prennent des antiviraux pour aider leur système immunitaire. Donc, je peux imaginer que ça joue un rôle, mais je n'ai pas d'informations précises qui vont au-delà pour vous répondre. Tant pis, j'aurais essayé. Merci beaucoup. Alors, je n'avais pas vu Louise, en effet, apparemment, qui avait posé la question auparavant, disait Emmanuel. Donc, peut-être Louise et après Lucie et David Simard. J'essaye de suivre à peu près l'ordre, mais ce ne sera pas forcément exactement le même ordre. Donc, Louise. Oui, bonjour. J'avais une question plus sur le mécanisme concernant les macrophages. Vu que vous avez fait des tests à partir, si j'ai bien compris, de 6 mois à 18 mois, est-ce que vous avez des individus qui ont changé de groupe? Vous aviez, et est-ce que, en fait, l'idée, c'est, est-ce qu'il y a des individus qui, même après 6 mois où il y avait encore des traces de Covid dans les macrophages, ont réussi à s'en débarrasser? Et voilà, est-ce que vous avez quand même vu une amélioration ou si, en gros, à 6 mois, si le Covid est toujours là à 6 mois, en fait, s'il n'y a pas d'aide extérieure, il y a quand même des chances qu'en fait, l'individu garde le Covid dans les macrophages, donc il y a une infection ensuite permanente. Merci. Oui, c'est une excellente question. On n'a pas fait d'études longitudinales
Donc, on n'a pas regardé à différents temps chez un même individu. Donc, on n'a pas la réponse, on aimerait bien l'avoir. C'est ce qu'on prévoit de faire dans le futur, hein, de suivre en fait et voir si, par exemple, chez un individu, la taille du réservoir va diminuer avec le temps. Ce serait bien. C'est qu'on peut dire qu'on a des animaux dont le réservoir à 6 mois, par exemple, est plus grand que chez d'autres à 18 mois. Mais ça, c'est peut-être parce que l'autre avait des meilleures réponses immunes. Peut-être déjà à 6 mois, il était plus faible. Ça, on ne sait pas. Donc, mais c'est quelque chose qu'on va faire dans le futur. Nicolas, tu as quelque chose à ajouter? Non, non, ce qu'on voit, c'est qu'apparemment, avec la souche originelle, on a des réservoirs qui sont plus importants qu'avec la souche Omicron. C'est-à-dire il semblerait qu'Omicron soit plus facilement éliminé chez certains individus que la souche originale. Après, effectivement, pour Omicron, on a des prélèvements qui sont espacés de quelques semaines et on ne voit pas de diminution, mais ça fait que quelques semaines, hein. Quand je dis quelques semaines, c'est 2 à 3 semaines. On ne voit pas de diminution de la taille du réservoir sur cette période. Mais encore une fois, c'est pas significatif. C'est quelques animaux et on ne peut pas conclure de ça en fait. Merci. Alors j'avais vu aussi une question de Nima, mais auparavant, mais je ne le vois pas lever la main, qui demande la mesure de la virémie pour le VIH est courante. Je n'en ai jamais entendu parler pour SARS-CoV-2. L'avez-vous mesuré chez les singes? J'ai raté le début de la question. Pour le Qu'est-ce que- VIH, la mesure de la virémie est Ah, courante. Je n'en ai jamais entendu parler pour SARS-CoV-2 et il demande si elle a été mesurée chez les singes. oui, oui, donc chez les singes, on l'a mesuré, hein, donc on l'a mesuré tout au long de l'étude. Et en fait, la PCR classique, dans les muqueuses nasales ou la trachée, en fait, elle est négative, hein, tout au long de l'étude. Par contre, si on fait la PCR dans les poumons, elle était positive. Et en fait, donc on pense que le virus, en fait, il persiste dans des parties du poumon peut-être inférieures, euh, plus difficiles à détecter. D'accord. Merci. Alors du coup, ensuite, il y avait David Simard et Lucie. Donc Je pense peut-être que c'était Lucie d'abord et David Simard Lucie. ensuite. D'accord. Et bonjour, merci beaucoup pour la présentation très intéressante. Ma question était vraiment si votre impression, c'est que la persistance virale que vous avez trouvée dans les poumons est-elle due à une caractéristique spécifique de ce virus, SARS-CoV-2, ou est-ce uniquement à cause de l'hôte, des différences génétiques et autres différences que vous avez présentées au début de la présentation? Donc, est-ce que c'est le virus ou c'est l'hôte ou les deux? Quelle est votre impression? Nicolas, tu veux répondre? Oui, oui, je peux. En fait, d'après moi, l'impression que j'en ai, c'est que c'est vraiment lié au virus. C'est-à-dire que c'est vraiment, je pense que le virus a mis des systèmes et des mécanismes en place pour pouvoir en fait s'accrocher à un individu. Enfin, quand je dis s'accrocher, c'est-à-dire persister au sein d'un individu. Après, maintenant, les capacités d'élimination et sa réussite dans cette persistance, ça va dépendre des facteurs liés à l'hôte. Je ne sais pas si je suis très clair. C'est-à-dire que le virus a les mécanismes pour persister et la mise en son échec va dépendre de l'individu. Mais c'est quelque chose qui est assez commun ça, c'est pas quelque chose qui va être, comment dirais-je, spécifique au SARS-CoV-2. Tous les virus ont une capacité à persister au sein d'un hôte comment dirais-je, eux-mêmes exister. Ça peut être persisté au sein de leur réservoir animal. Dans le cas du SARS-CoV-2, c'est certainement la chauve-souris ou autre. Dans le cas du VIH, ça va être le singe vert. Et c'est le passage à l'homme, en fait, cette zoonose, c'est-à-dire le passage du virus à l'homme qui va révéler en fait les mécanismes de l'individu, de chaque individu à combattre le virus. Je ne sais pas si je suis extrêmement clair dans ma réponse, mais c'est à peu près ça le tableau. Merci beaucoup.
Alors, David Simard, ensuite, s'il est toujours disponible. Alors, on n'entend pas. Je ne sais pas si c'est le micro. Si c'est moi, quelqu'un entend? Non, moi, Non, j'entends on t'entend pas. pas. Le micro, David Simard, votre micro semble pas coupé, donc on devrait vous entendre. Et là, vous m'entendez? Ouais, Oui. là, Oui. c'est bon. Ah voilà, j'ai changé de canal. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. J'avais une question qui est plus euh, d'ordre, on va dire, d'histoire de la virologie et de ce à quoi on s'intéresse ou pas pendant une période donnée dans cette histoire. Euh, Parce qu'on parle là donc des effets, on va dire, alors post-infection ou d'infection persistante, du coup, s'il y a des foyers viraux qui persistent. Mais donc ce qui se passe au-delà de la phase aiguë de l'infection, est-ce que, enfin, c'est pas quelque chose dont on entendrait spécialement parler avant la pandémie de Covid-19 sur d'autres. Alors, évidemment, il y a le VIH, bon, qui est un peu qui est considéré un peu comme à part dans ce tableau, mais avant, c'est pas quelque chose dont on entendait spécialement parler. Est-ce que finalement la pandémie de Covid, bah, ça a été l'occasion de relancer des questionnements sur les mécanismes infectieux en général et sur les effets sur le système immunitaire au-delà de la phase aiguë, qui était soit moins étudiée ces dernières décennies, et avec l'impression que, en quelque sorte, on en avait fini avec les infections du fait de la transition épidémiologique et donc, c'est-à-dire les causes de décès par infection en baisse au profit, si je puis dire, des maladies chroniques et dégénératives. Euh, ou, ou bien est-ce que bon, c'est quelque chose sur quoi les infectiologues travaillaient de longue date, mais qui ne prenait pas finalement dans le public, au-delà des cercles spécialisés, alors qu'à l'occasion des thématiques sur la Covid longue, on a aussi du coup entendu des réactions disant oui, bah alors il y a des cas de grippe aussi longues, etc. Enfin voilà quoi. Oui, c'est une question intéressante. Alors, en fait, quand il y avait l'épidémie Ebola, en 2014, je pense, en Afrique de l'Ouest, il a été observé après des cas de persistance virale vraiment à très long terme et la peur de nouvelles réinfections. Et ça avait un peu éveillé euh, le monde de la recherche. Mais c'est pas allé très loin parce que Ebola, ça touche pas beaucoup de gens. L'épidémie a été contrôlée. Et vous avez raison, c'est vraiment le Covid-19 qui a mis un peu plus à la lumière, en fait, le fait que beaucoup d'infections virales pour lesquelles on pense qu'ils ont qu'une phase aiguë, après ils sont éliminés dans le corps, que finalement, elles persistent. Et la vue sur l'infection virale est en train de changer suite au Covid-19. La manière dont on perçoit une infection virale est en train de changer à cause de ça. Je pense qu'on va découvrir beaucoup plus de cas de persistance virale d'une manière générale pour d'autres virus et qu'en fait des maladies comme la fatigue chronique qui est un peu négligée, un peu dans la recherche dans sa niche, en fait, enfin, ils sont beaucoup plus entendus et il y a un intérêt maintenant de financer ce genre de recherche. Donc c'est un peu à la limite un bénéfice que maintenant il y a un intérêt, je pense, il y a des moyens maintenant pour financer les recherches sur ces sujets. Alors, dans le domaine du VIH, les chercheurs sont plus habitués à la problématique de la persistance virale. Le VIH a peut-être la plus grande capacité de persister et que c'est tellement complexe qu'après 40 ans, on est toujours là à ne pas savoir comment éliminer le virus persistant, mais c'est parce que c'est un virus très complexe. On peut espérer que d'autres virus comme SARS-CoV-2 sera plus simple. Euh,
Mais l'avantage, c'est qu'il y a un savoir-faire qui est là, qui peut être mise au profit de l'étude de SARS-CoV-2. Et je le vois quand je discute avec des médecins ou d'autres, en fait, qui viennent euh, pour approcher cette problématique. Donc, oui, donc je pense que pour répondre, je pense qu'effectivement, ça a changé un peu le panorama des recherches qui vont se faire dans le futur. Merci. Merci. Alors ensuite, je crois que c'était SEA Pérédance qui avait posé une question dans le chat et qui levait la main. Oui. Alors, David Simard et Michaela ont déjà répondu en partie parce que ma question portait justement sur la MESFC. En fait, en tant que collectif de patients, nous avons constaté quand le Covid long a commencé à être décrit dans les médias que quand même on connaissait déjà ça, que c'était quand même familier. Les symptômes décrits étaient très familiers. Après, en faisant des recherches, nous avons vu qu'effectivement, les chercheurs avaient déjà établi un lien entre la fatigue chronique et les syndromes post-viraux. Bon, vous avez déjà en partie répondu. Ma question, c'était est-ce que les symptômes du Covid long pourraient être des symptômes qui ne sont pas propres finalement au Covid, mais qui sont propres à la persistance virale, que ce soit à cause du Covid ou à cause d'autres virus. Et ce serait que ça expliquerait la difficulté encore de diagnostic, parce que quand des personnes se sont présentées avec des symptômes chroniques quasiment identiques à ceux du Covid long, mais avant l'épidémie de Covid, les diagnostics ont été très chaotiques et très inégaux. Ça allait de la fibromyalgie à la dépression, à la MESFC, etc. Bon, d'une part, il y a clairement vous m'entendez, il y a une composante virale. Par exemple, si on prend le virus influenza, il y a eu une épidémie, je ne sais plus si c'est dans les années 40 ou 50, qui a induit des syndromes un peu similaires au Covid long. Et c'était vraiment assez pour cette épidémie. Et on ne le voit pas dans d'autres épidémies d'influenza. Donc, c'est clairement, il y a une composante virale avec des facteurs viraux qui en sont responsables. On a du mal à comprendre, mais c'est clairement, il y a des variations selon les virus. Euh, Après, dans SARS-CoV-2, c'est qu'on voit, c'est une hétérogénéité clinique. Et donc, pour l'instant, on ne sait pas si cette hétérogénéité existe parce que les causes sont différentes. Est-ce que c'est parce que dans un cas, un virus persiste, dans un autre cas, c'est peut-être les plaquettes ou les compléments. Donc, pour l'instant, on est encore un peu dans le flou et, et ça reste à étudier. D'accord. Est-ce que dans les études futures, il y a des chances d'inclure des patients qui avaient ce type de symptômes avant le Covid pour essayer de voir là où ça se rejoint et là où ça se rejoint pas, pour avoir une idée un peu plus claire d'où ça vient exactement? C'est certainement des études qui sont prévues. Euh, Là, il y a vraiment beaucoup d'intérêt, je pense, maintenant pour faire ce genre d'études. C'est juste que c'est très lent. Ça prend beaucoup de temps. Euh, et, euh, et il faut des études larges, en fait, avec beaucoup de patients, très contrôlés, pour pouvoir conclure. Merci beaucoup. Alors, donc Laurent, je crois que c'était Emmanuel, je ne sais pas si tu as regardé. Alors, moi, les petites vignettes se réorganisent en fonction de l'ordre. Donc, je suis un peu ce que Zoom Parfait. me dit. Et je vois Laurent Savreux, Oui. Nima et Corinne Millions Missing. Et alors, juste avant que Laurent Savreux prenne la parole, on a déjà, je crois, un peu dépassé le temps imparti. Oui, Donc, je voudrais pas qu'on abuse non plus oui, tout à fait. du temps de Michaela
et Nicolas. Mais voilà, c'était pour. Donc voilà, Michaela, Nicolas, vous pouvez nous dire quand là vraiment on va trop loin. C'est ça. Pour moi, c'est bon. Oui, oui, Euh, et puis peut-être, c'est vrai que, Peut-être à la demi, parce que moi j'ai une autre réunion. oui, Ok, on peut faire ça. On dit du coup, voilà, là les 3 personnes, et on essaie de boucler à 3h30. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. C'est une question de la part d'un malade qui essaye de bidouiller un petit peu dans son coin pour essayer d'améliorer son état ou alors de maintenir son état dans l'attente d'avoir des solutions plus officielles par la recherche. Donc j'aimerais savoir dans quelle mesure est-ce que booster la production de lymphocytes natural killer, donc par exemple avec des extraits de champignons type HCC ou ce genre de choses, est-ce que c'est une bonne idée pour lutter plus efficacement contre les réservoirs viraux, tant dans les tissus que les macrophages? Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y a d'autres solutions pour bidouiller un peu dans son coin pour essayer de s'améliorer? Euh, Moi, je laisserai parler Nicolas après. Moi, j'aurais que de solutions classiques pour booster le système immunitaire. À ma connaissance, il n'y a rien pour l'instant de biologique connu pour booster spécifiquement le SULNK, mais il y a beaucoup de choses pour stimuler les réponses immunes, mais vous les connaissez. C'est je veux dire, de faire du sport, en fait, de se bouger, de pas fumer. Apparemment, toutes les études de réponse immune chez les individus sains montrent que c'est le fait de fumer qui a le plus grand impact sur les réponses immunes. Donc, il y a des choses qu'on peut faire à ce niveau-là pour améliorer les réponses immunes, que ce soit aussi les vitamines, etc. Donc, mais je vous dis, je vous dévoile rien de nouveau. Après, pour booster les SULNK, il y a beaucoup de choses en oncologie qui sont en train d'être étudiées pour améliorer spécifiquement les réponses en SULNK, mais c'est à l'étude de la recherche. D'accord. J'avais vu passer plusieurs papiers justement qui parlaient de l'influence de certains extraits de champignons utilisés en oncologie, entre autres au Japon, Mhm. dont justement celui dont je parle, et qui apportait apparemment quelques réponses, même pour des persistances virales comme HPV ou d'autres. Et après, ce sont des études sur des tout petits échantillons. Donc, bon. Mhm. Ouais. D'accord, je vous remercie. merci. Alors, Nima, Oui, bonjour, merci pour cette belle présentation. Alors, je suis resté un peu sur ma faim, mais comme toujours, parce que par abus de langage, quand on veut parler de quantité de virus, on parle de charge virale, mais on l'attribue à la valeur CT des tests PCR. Donc, une mesure indirecte qui n'est pas tout à fait juste. Or, la véritable charge virale qui a été utilisée pour le sida, c'est la quantification du virus au niveau du sang, donc le nombre de copies virales au niveau du sang. On utilise également cela pour l'hépatite C et pour donc confirmer une rémission. Alors, je voulais savoir si vous, dans vos expériences, est-ce que vous aviez mesuré cette quantité de virus dans le sang de vos singes pour vraiment parler de charge virale et de virémie? Bon, d'une part, effectivement, on a mesuré la charge virale dans le sang des singes, mais on a fait une test PCR et en fait, dans le VIH, quand on mesure la charge virale, c'est aussi un test PCR où on mesure le delta CT. Donc, c'est la même technique. Maintenant, quand tu mesures la charge virale chez un individu porteur de VIH, le test PCR va toujours être positif et on va bon, au laboratoire, dans le test clinique, à l'hôpital, ils peuvent être en dessous du seuil de détection. Maintenant, pour SARS-CoV-2, après une infection aiguë, après 3 semaines, en général, le test devient négatif. Et chez les singes, en fait, les singes étaient négatifs dans les muqueuses nasales et dans la trachée. On n'a pas mesuré dans le sang parce qu'on considère que de toute façon, il va être négatif. D'accord. Mm. Donc, l'infection des macrophages au niveau des poumons, vous considérez aussi que c'est une infection directe par voie respiratoire et non pas par une phase virémique de l'infection? Oui, c'est ça. Très bien, merci. merci. Donc, il y avait Corinne. Oui.
Donc bonjour, donc moi c'est Corinne de Winslow, mais aussi de Millions Missing, donc qui est une association qui regroupe des personnes affectées de syndrome post-infectieux. Donc ce qu'on appelait pendant longtemps syndrome de fatigue chronique, et pour pas mélanger avec la fatigue chronique qu'on appelle maintenant encéphalomyélite myalgique. Voilà, et donc on s'est rendu compte, ce sont beaucoup des gens qui sont affectés par Epstein-Barr ou par un CMV. Et donc, qui, pareil, ont beaucoup de conséquences. C'est une maladie multisystémique. Tous les organes peuvent être touchés, une énorme fatigue, une intolérance à l'effort. Et donc, on se rend compte, moi j'ai vu dans des lectures que, par exemple, Epstein-Barr peut donner la sclérose en plaques. Et donc, je suis aussi tombée sur un article où le SARS-CoV pouvait avoir des conséquences sur le système dopaminergique. Et certains chercheurs prévoyaient que ça puisse donner, par exemple, un Parkinson. Alors, je voulais savoir si vous arriviez un peu à vous projeter sur des conséquences futures de cette persistance virale sur quelques années, par exemple, quelle maladie pourrait être développée à long terme? Merci. Ouais, ça, c'est une question complexe et difficile. Ce qu'on constate, c'est qu'en fait, par exemple, la sclérose en plaques, ça fait quand même des décennies que les gens essaient d'identifier des causes et ça a mis énormément de temps maintenant pour dire que c'est l'EBV et c'est pas parce que les gens n'ont pas regardé s'il y avait des infections à la cause de cette maladie. Ça met énormément de temps pour identifier vraiment, pour être sûr que c'est ça. Donc, moi, j'ai un peu peur qu'on va mettre du temps, en fait, à identifier les raisons de virus persistants pour certaines maladies. C'est certainement quelque chose qui va être étudié, mais à mon avis, il faut vraiment des études avec beaucoup, beaucoup de patients, très difficile à mettre en place, et ça va juste prendre du temps. Mais c'est sûr que il y a un intérêt, clairement. Moi, je vois qu'il y a un intérêt autour de moi dans les instances parce que ça touche quand même, ça risque de toucher des gens. Donc, mais simplement vous mettre en garde que ça va prendre du temps. Qu'est-ce que je voulais dire autre? J'ai oublié. Pardon. Est-ce qu'il y a une cohorte, par exemple, française, qui est observée depuis la contamination par les premières contaminations, qui sera observée à 10 ans, par exemple? Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'études comme ça, qui pourraient justement permettre d'imaginer, enfin, de faire des statistiques, en tout cas, sur l'évolution. Je ne sais pas si ça existe. Ouais. Bon, nous, on travaille avec Arnaud Fontanet, un autre chercheur à l'Institut Pasteur, qui avait mis en place la cohorte covidoise. Et en fait, c'est la première cohorte et ça date de début de 2020. Et on a tout l'historique de ces individus. Donc, et là, c'est des familles complètes entières qui ont été inclus dans la cohorte. Et donc, on peut voir l'histoire des gens infectés, des gens non infectés, maintenant depuis 3 ans. Et j'espère qu'on continue à avoir du financement pour continuer à le suivre. C'est pas encore gagné. Oui, alors je vais me permettre de rebondir sur quelque chose qui est beaucoup moins scientifique, mais bon, on est une grande communauté sur les réseaux sociaux et on peut recueillir, je pense, avoir une forme de lobbying pour peut-être vous soutenir dans vos recherches. Alors, est-ce que vous avez besoin de soutien ou est-ce qu'au contraire, si on se manifeste, ça mettrait plutôt des bâtons dans les roues? Alors, est-ce qu'on peut envoyer des courriers, solliciter différents organismes? Alors, si, je sais pas, vous pourriez dire à Solène peut-être par mail, est-ce qu'on Je pense peut que vous c'était aider? dans les questions qu'on souhaitait poser à la fin, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut pousser sur les recherches sur le SARS-CoV-2 par rapport à... C'est très important qu'on ait des choses aussi, pas que de regarder des cohortes, mais regarder les mécanismes, parce que j'imagine que les mécanismes peuvent aussi emmener à supposer les conséquences qu'il va y avoir ensuite. Qu'est-ce qui peut pousser par rapport aux procédures dont vous parliez qui sont un petit peu difficiles, on va dire, à avoir rapidement. Est-ce que le fait d'avoir des collaborations avec d'autres équipes à l'international ou autre, ça va plus vite ou pas? Parce que sinon, c'est aux instances, j'imagine, hein, Corinne, qu'il faut en effet essayer de pousser pour montrer que les associations demandent aussi de la recherche. Dans ce cas-là, ça serait au niveau français. Mais est-ce que le fait de travailler avec d'autres équipes internationales ne rend pas plus rapide ou plus facile? C'est une question, peut-être pas du tout, hein, mais voilà, parce qu'ils ne travaillent pas. Oui. Pardon.
c'est une question qui revient souvent et qui est importante. Donc, nous, pour trouver des collaborations internationales, en fait, ça, on sait faire, c'est très facile. Et les chercheurs, en fait, se connaissent entre eux dans les différents continents, on sait à qui s'adresser. Après, on est des humains. Il y en a qui n'aiment pas collaborer, mais d'une manière générale, la plupart est d'accord pour dire que c'est mieux et utile. Donc ça, on sait faire. Par contre, là où on aura besoin d'aide, et je pense que les associations de patients pourraient être beaucoup plus efficaces que nous, c'est de convaincre nos gouverneurs qu'on a besoin d'une simplification des règles de recherche pour la recherche chez l'homme. Je vous donne un exemple. Là, j'essaie d'avoir des échantillons d'une équipe anglaise qui essaie de nous envoyer des échantillons depuis 2 ans. On a fait de multiples papiers et là, aujourd'hui, et après qu'on a tout fait, maintenant, on n'arrête pas de nous dire d'ajouter des choses qu'on doit faire. Là, en fait, on me dit que je n'ai pas le droit de recevoir les informations, certaines informations qu'ils vont m'envoyer par mail. Il faut que j'ai un logiciel codé pour recevoir ces informations. Mais toutes ces informations que je vais recevoir, dont il s'agit, c'est des informations que je vais publier dans l'article en open access, accessible à tout le monde. Donc, je ne vois pas quelle est la donnée qui va être protégée, puisque de toute façon, je vais la publier. Oui, bien sûr. C'est un exemple. Mais nous, en fait, moi, j'ai beaucoup de chercheurs autour de moi qui ne veulent plus faire la recherche sur des échantillons humains parce qu'ils en ont marre. On peut pas attendre 3 ans. Là, j'ai un autre exemple. On a commencé à faire une longue liste. Et on est en contact avec le COVAS qui a déjà contacté Macron, mais bon, ça bouge pas. On nous a promis, Macron nous a promis des simplifications des procédures, mais je pense qu'il faut pousser de tous les côtés pour que ça se fasse vraiment. Et c'est la raison pour laquelle aussi les boîtes pharmaceutiques ne veulent plus faire des essais cliniques en France. Ils vont ailleurs. Bon, s'ils la font, c'est très bien, mais je veux dire, ça montre simplement qu'il y a un vrai souci dans les procédures. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut essayer de supporter, de rendre plus public et pour essayer un petit peu d'améliorer ça. Alors, je vois qu'il y avait... alors, je ne sais pas si Nima, sa main est restée levée ou si c'était pour quelque chose, mais peut-être rapide, puisque c'est vrai qu'il est déjà 15h25. Ah non, il a enlevé. Oui, il a enlevé. Mais en tout cas, oui, donc ça veut dire qu'on peut pousser, on peut essayer de supporter ça au niveau... Mais les collaborations internationales ne sont pas plus rapides finalement, d'après ce que vous dites, quoi. Non, parce que la réglementation reste la même. D'accord, parce que vu toutes les études qui se font dans le monde entier, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Ça aurait pu être intéressant par rapport au mécanisme du SARS-CoV-2. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties cette année quand même, beaucoup, beaucoup. Non, et nous, on nous a dit qu'on n'a pas le droit de partager avec les États-Unis parce qu'ils n'utilisent pas le logiciel d'anonymisation pour les données. Mais encore une fois, il s'agit de données qu'on va de toute façon publier. Ce n'est pas des données cliniques de patients ou des noms de patients, pas du tout. Et vous ne pourriez pas vous arranger avec le délégué à la protection des données personnelles, justement, parce que des logiciels existent, pour avoir le logiciel qui permette d'anonymiser ou de pseudonymiser les données de la UK Biobank, mettons, ou autre. Parce que je pense que c'est plutôt un problème technique. Ça, en fait, si vous aviez le matériel... Ça va beaucoup plus loin. Plus loin que ça. Vous ne pouvez pas imaginer les obstacles qui n'ont aucune logique. Et il y a Nathalie Quignette qui dit faire une demande d'accès au Data Hub, mais je ne sais pas ce que c'est, mais j'imagine que vous avez testé un petit peu toutes les possibilités existantes de toute façon. Et vraiment, les chercheurs, j'en ai beaucoup, ils ne veulent plus faire, qui arrêtent. Alors, moi, ça me désespère. Voilà. Ok, mais on va essayer au moins en effet d'agir là-dessus, puisque de toute façon ça fait partie des missions et des objectifs qu'on a, et c'est vrai que ça serait intéressant que ça puisse aller un petit peu plus vite. Emmanuel, je vais te laisser parler. Après, forcément, trouver qu'il y a plus d'appels d'offres avec des fonds, ça c'est clair que ça peut toujours aider aussi, hein. Il faut comprendre qu'il faut
il faut soutenir la recherche mécanistique fondamentale et translationnelle et pas seulement les boîtes pharmaceutiques. Il faut un peu la recherche en amont pour, 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 pour avoir des concepts pour de nouvelles thérapies. Moi, oui. Emmanuel, j'avais levé la main pour poser une question qui peut peut-être recouper un peu les tout derniers échanges. Une des questions qu'on se pose, nous, régulièrement au niveau de l'association, c'est comment percer au niveau du public, comment sensibiliser au niveau du public, et notamment par rapport aux risques qui peuvent être liés aux questions de persistance virale. Et donc, je reviens un tout petit peu sur ce que disait Nicolas Huot un peu plus haut, sur l'inflammation à bas bruit qui pouvait être quelque chose de potentiellement quand même problématique sur les questions d'immunité. Et donc, une question qui nous taraude un peu, je pense que vous n'aurez pas de réponse très construite, mais c'est est-ce qu'on peut considérer un avis général, si vous sentez de vous lancer là-dessus, est-ce que vous pensez qu'on peut considérer le Covid et le Covid long comme une seule et même infection? Ou est-ce que non, il faut continuer à considérer que c'est distinct? Euh, Parce que je me permets de poser la question parce qu'on s'aperçoit que le fait que ce soit considéré comme deux choses distinctes, ça, dans l'opinion, en tout cas nous, les retours qu'on a quand on essaie de sensibiliser, de parler de ça aux gens, grosso modo, on a des retours comme quoi le Covid, on passe la phase aiguë assez facilement, et puis il se peut que, pas de bol, certaines personnes développent un Covid long. Et évidemment, ça changerait complètement les choses si des fois on s'apercevait que Covid et Covid long, peut-être via la persistance virale, sont une seule et même infection ou pourraient être considérés comme une seule et même infection. Sauf qu'évidemment, il faut que pour pouvoir le dire, on s'appuie sur une réalité scientifique, ce qu'on ne fera pas si on n'a pas de certitude par rapport à ça. Donc, je me permets d'avoir votre sentiment, même si ce n'était pas l'objet de l'étude que vous avez menée. Ouais, pour essayer de répondre, je n'avais pas ce sentiment. Enfin, pour moi, c'était évident que Covid long et Covid étaient la même chose. À partir du moment où on fait une infection, on va dire qu'il y a quatre maintenant, on va résoudre l'infection très rapidement et comme vous l'avez dit, on passe le pic, on a un peu de fièvre et tout va bien. On va avoir les mid-Covid, on va avoir des symptômes un peu plus longs, prolongés. On peut faire un Covid sévère et ça, c'était le grand débat du début, enfin les grands, on va dire, ce que les médias présentaient au tout début. Et aujourd'hui, on a le quatrième tableau clinique qui va être le Covid long, c'est-à-dire qu'on va pas forcément faire des symptômes en phase aiguë, mais à long terme, on va développer des pathologies et différents symptômes qui pourrissent la vie. Je pense pas que, enfin, j'ai pas le sentiment que qu'il y ait vraiment une distinction entre les deux maladies. La seule différence, à mon sens, c'est de dire que chez les gens, bah, ils disent, bah, moi, je fais pas de Covid long, donc on s'en fout. Enfin, c'est un peu ça l'idée. Alors, je pense que ce qu'il voulait dire, et moi je le rejoins là-dessus, c'est le terme de maladie post-virale. Les gens pensent post, donc ils se disent l'aspect viral est parti, alors qu'en fait, s'il y a de la persistance virale, c'est peut-être pas le terme qui convient, maladie post-virale, pour que les gens s'imaginent bien que le virus, il peut rester et il peut persister. Je pense que c'était dans ce sens-là. Oui, Emmanuel. en fait, ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression, encore une fois, je le dis avec les retours qu'on a quand on essaye de sensibiliser les gens. C'est-à-dire que énormément de gens, la grande majorité des gens, vis-à-vis du Covid aujourd'hui, le SARS-CoV-2, donc le virus, ils sont prêts à tenter le coup, en fait. Et ils sont prêts à tenter le coup parce que leur argument, c'est on va être 2 jours au lit, 4 jours pas très bien, et c'est pas très grave. Donc voilà, c'est par rapport à ça, en fait. Mais La vraie question aujourd'hui qui se pose en termes de santé publique par rapport au Covid long, c'est je fais un Covid, j'ai pas de symptômes de Covid long, mais est-ce que j'ai pas du virus qui persiste? C'est ça. Et pourtant, je suis sain, enfin, j'ai aucun problème. C'est possible, ça existe. Je vous donne, il y a plein de virus qui persistent dans notre organisme et qui n'ont aucune conséquence sur notre santé au quotidien. Ça peut être HSV1, à part le bouton de fièvre, on n'aura le petit bouton de fièvre qu'on a. 90% de la population a ce virus qui persiste dans les ganglions trigéminés.
il se réplique à très très bas bruit et de temps en temps, on a un bouton de fièvre. Alors, en fonction des personnes, ça va être plus ou moins fréquent, mais on aura un petit bouton de fièvre et d'autres ne feront jamais de bouton de fièvre. Donc, on peut être très bien, c'est une vraie question, chez des personnes saines, enfin, décrites comme saines, qui ont fait un épisode de Covid, qui ont résolu le truc, avoir de la persistance virale. Ça, c'est pas exclu. La question, c'est si ça existe et si chez ces personnes-là ça existe, est-ce qu'à un moment donné, ils sont en sursis? C'est-à-dire qu'ils ne vont pas développer un Covid long 1 an, 6 mois, 24 mois, enfin 24 mois après, ou est-ce qu'ils ne vont pas avoir, comme on l'évoquait tout à l'heure, une maladie chronique à long terme, un cancer, et ça devient un vrai sujet. Oui. Et je pense que si on parlait aux gens comme ça, si on introduisait cette notion auprès du grand public comme cela, ça poserait des grandes questions. Et c'était Mais bon. exactement ça. C'était exactement la question. C'était cette notion de poste. Mais en fait, c'est pas forcément de cette manière-là que ça se passe. Et de faire comprendre aux gens. Mais pour vous donner un exemple très concret, si je veux faire cette étude-là aujourd'hui en France, c'est impossible. C'est-à-dire que si je veux aller chercher des patients, dire à des gens qui sont en bonne santé, bonjour, j'ai besoin de voir un prélèvement de sang et j'ai besoin d'aller prélever un bout de poumon j'aurai jamais aucune autorisation. Et je vais passer 3 ans de discussion avec les comités éthiques, j'aurai jamais de financement de toute façon. Les instances diront, bah, ils sont très bien, pourquoi vous voulez pourquoi vous voulez les étudier? C'est typiquement le genre de problème qu'on rencontre. Mais il n'y a pas d'anticipation, quoi. Ouais, on peut dire ça comme ça, oui. Ok. Ok, merci beaucoup. Merci. C'était vraiment super la présentation. Merci à vous. Super. Et c'est très gentil d'avoir pris sur votre temps, d'avoir ajouté sur votre temps. Ouais, on a largement dépassé. Ouais, merci. Ouais. Il y avait beaucoup de questions, il y a beaucoup d'interrogations de différents types de maladies. Et je vois j'espère qu'on n'a pas éludé trop de questions dans le chat parce que le temps d'en trouver. Donc, on s'en excuse auprès des participants si on n'a pas vu passer des questions dans le chat. Et en tout cas, on vous remercie énormément. C'était vraiment très, très intéressant. Ouais. Merci à vous. Merci à vous. On pense que c'est important pour nous de discuter avec vous tous. Merci.